nouvelle épidémie qui risque d'arriver en Europe, des protéines qui peuvent donner de l'ADN, des fausses citations. Il faut croire que la science n'est pas bloquée par le détroit d'Ormuz puisqu'on a eu un mois assez chargé en biologie. Et il me devait de vous faire un petit topo sur toutes ces choses pour que vous puissiez continuer à être informés. Parlons du sujet chaud du moment qui est la fameuse maladie sur un bateau de croisière qui fait tellement flipper les pays aux alentours que ce bateau n'a même pas le droit de s'amarrer à leur port. Par peur que les gens de ce bateau ne refilent leur maladie à la totalité de la population de ces pays. Ce bateau de croisière est bloqué en mer. La raison ? Il abriterait un possible foyer d'infection à hantavirus, une maladie qui pourrait être liée à la mort de 3 personnes à bord selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc pour éviter qu'on ait une nouvelle épidémie de type Covid, le bateau reste loin de tout et de tout le monde. Le bateau de croisière s'appelle le MV Ondius. Son trajet commence à Ushuaia. C'est une ville en Argentine et ça sera important pour la suite. Pour ensuite aller en Antarctique, faire une petite traversée de l'Atlantique Sud avec comme destination finale aux îles Canaries. Cette expédition est assez connue pour faire des croisières entre Antarctique et Atlantique Sud. Sauf que depuis quelques semaines déjà, le bateau est actuellement bloqué au niveau de Cap Verde et n'a pas le droit de bouger jusqu'à nouvel ordre. Les personnes dans ce bateau sont bloquées et ne peuvent rien faire. Pourquoi ? Parce que des cas de hantavirus des Andes ont été recensés sur ce bateau avec déjà 3 morts et 2 hospitalisations. Mais alors, qu'est-ce que ce hantavirus des Andes ? Alors, ce virus fait partie de la famille des hantavirus. Là où c'est pas de chance, c'est que ce virus-là, normalement, ne se transmet pas de humain à humain, mais uniquement de rongeur à humain. Sauf pour le cousin dans cette famille, le fameux hantavirus des Andes. Ils ont pas eu de chance, malheureusement. Ce virus-là, il est connu et il existe en Argentine. D'où le fait que le bateau vienne d'Argentine était un point à retenir. Et en réalité, tous les ans, des personnes atteintes de cette maladie sont recensées. Juste, normalement, ces gens se trouvent en Amérique du Sud. Il y a que 2-3 cas, et donc ça fait pas les gros titres, tout le monde s'en fout. Mais là, c'est la première fois que vous en entendez parler, et ça vous fait flipper. Et c'est bien normal, puisque cette maladie atteint un taux de mortalité assez élevé, puisqu'il peut atteindre 50%. Ouais, 50% des personnes atteintes de cette maladie peuvent mourir. Un sacré petit virus, bien mortel, bien relou comme il faut. Parlons un peu de la famille de ce virus. Les hantavirus sont des virus à ARN, donc ils contiennent de l'ARN. Vous êtes trop fort, c'est vraiment dingue. J'espère que vous commencez à voir que les virus sont soit à ADN, soit à ARN. Donc vous avez une chance sur 2 d'avoir raison. Normalement, ce virus se trouve chez les rongeurs, donc souris, rats, campagnols. Eux, ils portent la maladie, mais ils sont pas malades. Ils vont transmettre ce virus par les excréments ou l'urine. D'autres rongeurs vont respirer ces excréments, des particules de virus vont alors infecter ces autres rongeurs et hop, le virus peut continuer sa vie et aller infecter d'autres rongeurs. Mais malheureusement, ce virus peut aussi infecter l'humain. Et ça, c'est dans le cas de l'hantavirus des Andes. Si les excréments de rats sont un peu bougés, alors des particules virales peuvent être inhalées par l'humain. Encore une fois, ça peut engendrer la mort dans 50% des cas, mais à part ça, et le à part ça est entre guillemets bien entendu, ça s'arrête là. Il n'y a pas de transmission de humain infecté à humain sain. Sauf pour le hantavirus des Andes. Mais alors, pourquoi celui des Andes peut se transmettre de humain à humain alors que les autres non ? En vrai, on sait pas trop. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent de ces virus, que ce soit les hantavirus en général, et donc encore moins celui des Andes, donc on a peu de données. Ce que l'on sait, c'est qu'il a une très forte mortalité, entre 40 à 50%. Donc il fait assez flipper. Fait plutôt rassurant, il semble qu'il faut un contact prolongé entre une personne malade pour la transmission de cette maladie. Donc ça touche souvent les personnes qui sont dans un même couple, ou alors qui sont dans un endroit restreint, comme le bateau dans le cas ici présent. Mais alors, comment le virus se transmet de humain à humain ? Le mécanisme précis n'est pas encore décrit ou détaillé, mais il semble que ça passe via des gouttelettes respiratoires d'une personne infectée à une personne saine, puisqu'on a retrouvé ce virus dans la salive ou alors dans d'autres fluides respiratoires. La période pendant laquelle une personne malade peut infecter une autre personne est courte, de 1 à 5 jours et se fait lorsque la personne commence à avoir ses premiers symptômes. C'est ce qu'on appelle la phase prodromale. Les symptômes sont mal de tête, fièvre, fatigue, genre une sorte de grippe quoi. Pour avoir le développement de ces symptômes, ça peut durer assez longtemps en réalité, de 9 à 40 jours après l'exposition au virus. Et par contre, ça peut alors très vite dégénérer. Entre le passage où vous avez des maux de tête et le passage où vous avez de l'eau dans les poumons et vous allez mourir, ça peut ne prendre que quelques jours. Oui, parce que la mortalité de ce virus est due à 2 choses. Un problème au niveau des reins, qu'on appelle HFRS pour Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, et un problème au niveau des poumons, qu'on appelle HCPS ou HPS pour Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Mais alors, pourquoi vous avez ces symptômes ? Ce virus cible spécifiquement les cellules endothéliales des poumons et des reins. Les cellules endothéliales, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de virus qui ont la même cible. Mais donc, les cellules endothéliales sont les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Ce virus réussit à rentrer dans la cellule grâce aux intégrines alpha V bêta 3.
Alors, vous connaissez peut-être pas le nom intégrine et pourtant ce sont des protéines extrêmement importantes. Elles se trouvent à la périphérie des cellules et elles vont permettre à la cellule de migrer. Globalement, ce sont les chaussures des cellules. Chaque cellule possède des chaussures qui peuvent être les mêmes ou des différentes. Et ça, suivant plusieurs critères. La cellule en elle-même, chaque cellule a envie d'avoir son propre style à elle, on ne juge pas, et le sol sur lequel la cellule doit marcher. Vous imaginez bien qu'entre marcher sur du sable ou dans de l'eau, il ne faut pas les mêmes chaussures du tout. Et bah pour une cellule, c'est exactement la même logique. Et pour ça, la cellule a des intégrines différentes. Genre alpha 5 bêta 1, alpha 4 bêta 3 et dans notre cas précis ici, alpha V bêta 3. Le virus utilise ces chaussures comme porte d'entrée pour aller dans la cellule. Vu que ce virus est un virus à ARN, cet ARN va commencer à faire deux choses. Reproduire des nouveaux virus et commencer à casser les couilles à la cellule. Dans le cas précis, les cellules endothéliales vont perdre la protéine ZO1. Cette protéine est une jonction serrée pour la cellule endothéliale. Les cellules endothéliales au niveau d'un vaisseau sanguin sont toutes très serrées les unes aux autres. Et donc pour que tout soit bien serré, il faut que ces cellules aient des protéines qui permettent aux cellules de rester comme ça. Et ça se fait grâce à la protéine ZO1. Vous pouvez imaginer un vaisseau sanguin comme un mur. Chaque brique est une cellule endothéliale. Et le ciment qui fige le tout, c'est la protéine ZO1. Le virus attaque le ciment et le détruit. Et ici, le problème, c'est que le liquide contenu dans le sang va passer du vaisseau sanguin vers les organes. Dans ce cas précis, les organes étant les poumons et les reins. Cette entrée dans le poumon va engendrer le fait d'avoir du liquide dans les poumons. Bon, déjà pas super cool. Des œdèmes pulmonaires, etc. Et pour le rein ne va plus réussir à savoir filtrer correctement les liquides et donc on va avoir une défaillance rénale. Tout ça fait peur et je le comprends très bien. Mais il y a un bon point quand même, c'est que cette maladie se transmet vraiment pas bien. Comme je l'ai dit, il faut être proche longtemps et surtout, il entraîne trop souvent la mort des patients. Pour qu'un virus prolifère beaucoup, le plus longtemps, il faut infecter des gens, les rendre malades ou non, le plus longtemps possible. Ici, les gens meurent trop vite et beaucoup trop, donc la transmission de ce virus diminue. Et qu'est-ce qu'il existe contre ce virus des Andes? Pour l'instant, c'est simple, rien du tout. Désolé. Par contre, la recherche bosse sur le sujet et s'il y a beaucoup de patients, ça va très vite s'accélérer. Passons au deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup et dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Et pourtant, ça fait vraiment grand bruit dans la communauté scientifique. C'est l'article Protein Templated Synthesis of Dinucleotide Repeat DNA by an Antiphage Reverse Transcriptase par Alex Gao le 16 avril 2026. Ce titre ne vous dit probablement rien et ne vous inquiétez pas, quand je l'ai lu, il m'a rien dit non plus. Commençons par le commencement. Les bactéries sont tuées par quelque chose qui existe naturellement dans la nature, qui s'appelle les bactériophages. J'en ai parlé dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Ce sont des tout petits trucs qui ne tuent que des bactéries d'une manière hyper spécifique. Contre ça, vous imaginez bien que la bactérie a parfois des mécanismes de résistance contre ces bactériophages. Et là, Alex Gao vient d'en découvrir un tout nouveau. Et c'est ce mécanisme de défense qui fait grand bruit justement. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne normalement le vivant. Le schéma classique qu'on apprend tous à l'école, c'est ADN donne de l'ARN qui donnera des protéines. L'ADN contient l'information, l'ARN sert d'intermédiaire et la protéine est le produit final qui va faire une fonction dans la cellule. Imaginez un livre de cuisine. L'ADN, c'est le livre complet. L'ARN, c'est une recette recopiée sur une feuille. Et la protéine, c'est le plat final préparé grâce à cette recette. Parfois, certains virus sont capables de faire le chemin inverse. Donc de passer de ARN à ADN. Ça s'appelle la rétrotranscription. En gros, ils réutilisent une recette pour recréer un livre de cuisine. Et ça, même si déjà c'est très impressionnant, on le savait déjà. Mais là, ce que l'équipe d'Alex Gao a observé est beaucoup plus étrange. Ils ont découvert un système bactérien capable de fabriquer de l'ADN à partir d'une protéine. Et ça, normalement, ça ne devrait pas arriver. Parce qu'une protéine, ce n'est pas censé contenir les instructions nécessaires pour recréer directement de l'ADN. C'est un peu comme si Philippe Etchebest vous servait un plat et qu'à partir du plat seul, vous étiez capable de retrouver les ingrédients exacts, les quantités, la cuisson, puis de réécrire le livre de cuisine complet derrière. Ça semble impossible! Et pourtant, la bactérie semble capable de le faire d'une certaine manière. Pour le simplifier énormément, au début, elle utilise bien un ARN comme modèle pour commencer à fabriquer de l'ADN, mais ensuite le système semble continuer sans utiliser cette matrice d'ARN classique. Et suivant la forme et la taille de la protéine présente, l'ADN produit sera différent. Donc la protéine influence directement quel ADN va être fabriqué. Et ça, c'est complètement inédit. Mais alors, à quoi ça servirait? Eh ben, probablement à se défendre contre les bactériophages. Donc à tuer ce qui tue les bactéries. Une sorte de système immunitaire bactérien ultra bizarre. Mais attention, pour l'instant, on est vraiment au tout début de la découverte. Donc pour l'instant, il reste énormément de choses à comprendre sur le mécanisme exact.
Mais si ça se confirme, créer de l'ADN guidé par des protéines sans passer par des mécanismes classiques connus, ce serait une première mondiale. Passons au dernier article qui m'a fait pas mal marrer. Ou pleurer, vous choisissez. Et qui continue ma logique de critiquer la biologie. Attention, d'une manière saine, logique et argumentée. C'est un article paru dans Lancet. C'est un super grand journal scientifique, genre l'un des plus grands, qui a fait une étude sur les références utilisées dans les articles scientifiques. Je vous explique. Quand on écrit un article scientifique, on ajoute beaucoup de références. Pourquoi? Pour expliquer notre sujet, notre idée et expliquer pourquoi on pense comme ça. Par exemple, on sait que si on ajoute une protéine rouge dans une cellule pulmonaire, ça augmente la survie de la cellule pulmonaire. Et nous, on vient de prouver que c'est parce que la cellule adore la couleur rouge et que ça active une autre protéine. Dans les références, on va dire référence numéro 1, la référence qui a prouvé que la protéine rouge augmentait la survie des cellules pulmonaires. Référence numéro 2, que la survie des cellules pulmonaires dépend de plein de protéines. Référence numéro 3, que la survie des cellules pulmonaires peut être impactée dans plein de types de cancers. Référence numéro 4, que certains médicaments ciblent cette protéine-là spécifiquement. Tout ça permettant qu'on comprenne notre sujet, notre idée et les conclusions qui en découlent. C'est un travail chiant à faire, mais super important. Eh bien, cet article dans Lancet, Fabricated Citation, an audit across 2.5 million biomedical papers, vient de prouver qu'environ 5 à 6% des références mises dans les articles scientifiques sont des références qui n'existe pas. En gros, on a dit, regardez, ça a été fait dans cet article-là, et en fait, cet article-là n'existe tout simplement pas. Et le problème, c'est que c'est en forte hausse, puisque ça a augmenté de 12 fois entre 2023 et 2026. Et c'est probablement dû à l'utilisation de différentes IA qui font vraiment n'importe quoi avec les références. Ou alors aussi des erreurs de la part des scientifiques. Erreurs qui sont humaines, hein. Mais ça montre que le mécanisme de vérification des sources n'est pas bien fait du tout. Que ce soit par le chercheur ou le journal qui accepte l'article scientifique. Donc, faut faire gaffe, hein. Voilà, c'est tout pour moi et ce BioActu. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle d'un truc scientifique en particulier dont vous auriez entendu parler dans les médias. Prenez soin de vous et écoutez la science. Salut!